Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur sur Amiga, où on va parler de piratage, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. Alors, juste avant de se lancer directement dans le piratage d'un jeu sur Amiga, je vais vous parler rapidement, de vous donner mon avis sur le piratage des années 80 au début des années 90, donc à l'ère 8 et 16 bits. Donc pour moi et pour beaucoup de gens, le piratage commence vraiment à l'ère des 8 bits, hein, donc essentiellement le Commodore 64 et l'Amstrad. Donc à cette époque-là, enfin, mon impression, c'est que ces machines étaient déjà très très chères à l'achat. Et c'est vrai que les jeux étaient également très très chers. C'était un marché de niche. Et je pense que si on n'avait pas eu de piratage, on aurait de toute façon acheté très peu de jeux. Donc on avait en général quelques disquettes vierges, ou ouais, des disquettes vierges, sur lesquelles on copiait nos jeux. Et quand on avait plus de place, ben, on recopiait sur d'anciens jeux. Mais on n'achetait pas enfin, c'était pas la folie comme après, c'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'on était relativement raisonnable dans le piratage. Je pense que ça a fait vendre beaucoup de machines, plutôt que des consoles à l'époque, parce qu'on savait qu'on allait avoir plein de jeux. Et je pense pas qu'il y ait eu un manque à gagner monstrueux pour l'industrie du jeu vidéo à l'époque, parce que bah, d'abord en général, on était enfant ou adolescent, donc on avait très très peu de moyens pour acheter des jeux, et puis ils étaient très très chers, et bon, peut-être, enfin, je pense que c'était assez modéré finalement, l'impact du piratage à ce moment-là, et surtout, on avait assez peu de disquettes, donc de toute façon, c'était assez restreint. Donc, on avait nos petites disquettes, là, 5 pouces 1 quart pour le Commodore 64 et 3 pouces pour l'Amstrad. Mais tout va changer au moment de l'Atari ST et de l'Amiga, où là, il va y avoir vraiment. Les disquettes vont être beaucoup moins chères, les disquettes vierges, donc on va les acheter par pack de 10, 100, et copier les jeux. Là, pour le coup, vraiment, de façon massive à l'époque. Alors du coup, c'est vrai que au début on avait quelques petites paquets de disquettes comme ça, puis très rapidement on va en racheter, puis en racheter, puis en racheter. C'est vrai qu'à un moment, euh, ça devenait une sorte on passait nos week-ends à copier les jeux sans même y jouer en fait, hein. C'est-à-dire que des fois c'était vraiment une sorte de collectionnite un peu malsaine, où on passait nos week-ends à voir nos copains et on passait la journée devant Xcopy. Donc là je pense vraiment que ça a eu un impact négatif sur le développement des jeux sur ces machines. Et peut-être même sur les joueurs, parce qu'en fait on jouait plus, enfin, on jouait plus forcément, on copiait des jeux. Donc heureusement, à un moment, je me suis dit que j'arrêtais cette course en avant et que j'essayais de jouer au jeu et d'acheter des originaux quand j'avais vraiment envie des jeux. Ça m'a permis de découvrir des super jeux d'ailleurs que j'aurais peut-être pas découvert sinon. Je pense à Monkey Island, à Dungeon Master que j'avais acheté en neuf et du coup, on avait encore plus envie de jouer à ces jeux merveilleux. Donc vraiment à l'époque des 16 bits, je pense qu'il y a eu trop de piratage, hein, probablement, c'est mon avis. Et c'est vrai qu'on passait à la fin, on passait notre vie à regarder l'écran d'Xcopy, quoi, qui copiait des disquettes. Voilà. Bon, en tout cas, le piratage a eu enfin, a eu surtout un truc très positif pour nous, c'est il a créé le monde de la démo. Ça a commencé par des crack trolls, donc les pirates voulaient montrer que c'était eux qui avaient piraté le jeu, ils faisaient des petites intros euh, de jeu, puis finalement ces intros vont mener vers le monde de la démo, avec des groupes de pirates qui faisaient finalement parfois de plus en plus de démos et de moins en moins de piratage. Donc voilà, je vais vous montrer une petite démo sur Commodore 64, une crack trop. La même chose sur Amiga, une des premières crack trop. Alors celle-là me tient particulièrement à cœur parce qu'elle rappelle le jeu Ultima 5 hein, qui était un super jeu. Voilà, donc mis à part le côté moral du piratage, essayer de pirater un jeu, par contre, c'était une activité intellectuelle hyper stimulante, c'était hyper sympa. C'était c'est vraiment intéressant. Donc on va essayer de voir ça tout de suite ensemble sur l'exemple d'un seul jeu. Voilà, ben on se retrouve tout de suite dans notre assembleur préféré. Donc on va essayer de pirater un jeu là. Donc je voulais vous. Alors il y avait trois types de piratage sur Amiga. Il y avait il y avait le piratage par mode, enfin trois types de piratage, pardon, trois types de protection.
Donc il y avait la protection par mot de passe. Donc ça, les disquettes n'étaient pas protégées en soi par mot de passe. Ça c'était ce qu'on appelait les novellas. Alors au début les toutes premières étaient très faciles à pirater, puis après c'est devenu de plus en plus compliqué. Alors au début on pouvait aussi photocopier les notices ou les feuilles où il y avait les mots de passe, et puis finalement après dans les notices les trucs étaient sur des feuilles à moitié rouges ou marron, on pouvait plus tellement les photocopier, et puis les protections étaient de plus en plus compliquées, donc pas forcément les plus simples. Pour celle-là je les traiterai pas. Les plus fréquentes sur Amiga et Atari c'était ce qu'on appelait les protections copylock, qui ont été créés. C'est un programme en fait qui a été créé par quelqu'un qui s'appelait, si j'écorche pas son nom, Rob Norton, comme ça je crois, qui a fait un super bout de code en fait pour protéger les disquettes. Et en fait le principe, on va le voir après sous Xcopy, mais c'était d'avoir un track qui était anormal et qui était vérifié par le programme avant de charger le jeu. Et si le track n'était pas anormal, c'est qu'on n'était pas sur une disquette originale, donc on ne lançait pas le jeu. Et si le track était anormal, c'est qu'on était sur la disquette originale, on lançait le jeu. Et puis après, il y a eu les protections MFM, j'en parlerai pas non plus. Là, tous les tracks étaient non lisibles. Il fallait utiliser c'est pas MFM, c'est pas track, c'est MFM. Là, c'était tous les tracks qui étaient incorrects. Il fallait utiliser le loader du jeu pour les charger un à un. Bon. Je ne parlerai pas non plus, on va parler simplement du copylock, parce que mon objectif, c'est pas de faire plusieurs vidéos sur le piratage, hein, c'est juste de vous montrer un exemple, parce que c'était assez sympa intellectuellement. Mais je ne défends pas le piratage, hein, surtout pas à l'époque de l'Amiga et de l'Atari. Donc on va essayer un jeu où la protection était relativement simple. Une protection copylock, c'était le jeu Curse of Oceantia. Donc on va d'abord mettre Xcopy, que vous connaissez tous, je pense. Voilà. Amiga va nous charger Xcopy. On va augmenter un peu la vitesse des disquettes pour que ça copie plus vite. On va mettre donc dans le disque 1, on va mettre notre jeu Curse of Oceantia. Alors, et une disquette vierge qu'on va appeler copie pour crack dans le DF1. Alors les programmes, les disquettes originales, elles sont sauvées sous la forme IPF là. C'est un format qui respecte exactement le format original des disquettes, avec les tracks anormaux et tout ça. Alors pour faire lire les fichiers IPF à WinUAE, il faut rajouter une petite DLL. Ça fait tellement longtemps que je sais plus très bien comment on fait. Et là encore, je vais pas m'apesantir là-dessus, je suis désolé, il faut aller voir sur internet comment trouver et faire marcher les fichiers IPF sur Amiga. En tout cas, le source, là, c'est la disquette DF0, c'est une disquette IPF, donc une disquette identique à l'original non piratée, quoi. Qu'on va donc essayer de copier sur une disquette normale, copie pour crack.adf, donc Amiga disk format, de format standard. Donc on y va, on lance... on va pas faire de vérifie, ça sert à rien. On lance disque copier. Toc. Et là vous voyez que il y a un track ici, le track. Alors, si on s'en réfère à la notation que je vous ai donnée dans les dernières vidéos, ça c'est le track 0, ça c'est le track 1. Donc c'est le track, la piste 0 de la phase supérieure. Donc là ici le track 1 est anormal. Donc c'est-à-dire que ce track-là, il était lisible par un lecteur de disquette Amiga, en programmant correctement le lecteur de disquette. Par contre, il n'était pas copiable, facilement en tout cas, par un lecteur de disquette normal d'Amiga. Donc ce track-là n'a pas été copié sur notre disquette copie pour crack là. On a copié tout le reste, donc a priori tout ça c'est bon. Donc on a toutes les données du jeu qui sont copiées, mais le track anormal n'a pas été copié lui. Donc là, si on lance par exemple notre disquette copie pour crack, donc vous allez voir que ça doit planter. On va d'abord lancer l'original. Déjà, donc on va éjecter la copie, on va lancer le jeu original. Et le jeu original, vous allez voir qu'il se lance.
Et non, il se lance pas. Alors si même le jeu original se lance pas, ça va être Ah oui, non mais je sais pourquoi il se lance pas. Parce qu'on a mis 800% là. Pour que les protections elles marchent, il faut rester à 100% de vitesse de compatibilité. Sinon ça fonctionne pas. Donc là on va se remettre à 100% du coup. On recharge la disquette originale. Et bon là, le jeu, vous voyez, teste et hop, il se lance. Donc il a en fait testé, je sais pas si vous avez pu voir en bas, mais il a testé ici le cylindre 0, donc le track 1 en fait. Quand il a vu que celui-ci était anormal, donc il a lancé le jeu. Si maintenant on met notre copie pour crack, et qu'on relance, ben il va tester le track 0. Vous voyez comme il est là aussi, il vient de tester le track 0. Sauf que ben il se met à planter, puisque bien sûr la protection c'est effectuée. Donc on va relancer ASM1 pour essayer de voir comment tout ça fonctionne. Maintenant qu'on a des données sur le bootblock et tout ça, on va aller garder le bootblock de notre disquette Curse of Oceantia. On se met bien en chip surtout, hein, très important, puisqu'on va charger des trucs sur la disquette. On va déjà faire un boot. On va aller voir ce qui se passe dans le boot. Donc dcb.b, vous vous rappelez, le boot fait 2 secteurs, hein, donc 512 x 2 octets. 512 x 2 octets, oui. On va assembler ça. On va remettre la disquette Curse of Oceantia ou la nôtre, peu importe, mais on peut mettre copie pour crack d'ailleurs. On va charger. Donc, on va charger. Ah oui, alors la disquette est anormale parce que le boot n'est pas bon pour une disquette normale d'Amidia, donc il nous met un avertissement. Hop. Donc on va charger en boot à partir du track 0, enfin du secteur 0 sur une file d'argent de 2 secteurs. Et là, si on va voir en boot, hein, et ben on voit que comme d'habitude, hein, là, ça commence par DOS. Sinon, la media ne se lancerait pas. Hein, donc il y a toujours les 3 lettres DOS puis 0 au début. Hein. Donc, DOS 0, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et puis vous voyez qu'à la fin du boot, bah, on nous explique que c'est. J'ai pas dû bien écrire Rom Norton, je crois d'ailleurs, que c'est protégé par le copiloc Rom Norton. Donc on sait déjà quel type de protection il y a sur la disquette. Je sais pas si c'était très malin de mettre ça d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Donc on va pouvoir aller voir ce que fait ce boot. Donc on va désassembler à partir de boot plus 12, hein, plus $C, vous vous rappelez. On a vu ça dans les vidéos précédentes, donc je ne recommence pas. Donc là, eh ben, alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça. On voit que il sauvegarde le pointeur du track 10.device hein, sur la pile, 1,7. Là, il va charger, il va réserver $B400 octets de mémoire chip avec la fonction, ça c'est la fonction alloc même hein, du système Amidia. Ça c'est JSR $C6, c'est alloc même. Donc il réserve de la mémoire chip. Hop là. J'arrive pas à écrire avec la souris, je suis désolé, mais il réserve de la mémoire chip d'une valeur $B400 octets. Là, il sauve comment dire, l'endroit où cette mémoire a été réservée est sauvé en D3. Il reprend le pointeur de track10.device. Il va plus loin un peu, là, il va aller sauver dans cette zone réservée B400 octets, forcément, $B400 octets, depuis le secteur $3C0, enfin depuis l'offset $3C0 sur la disquette. Alors on va essayer de voir ce que ça fait ça. Si on prend la calculatrice, on va se mettre en mode programmeur. Si on se met en 3C0, 3C00, ça fait 15 360 octets. Donc 15 360 octets, si on divise ça en track, 15 360 octets, si on divise par 5632, qui est le nombre d'octets dans un track, ça donne pas un chiffre rond. Donc ça marche pas, donc on va aller voir ce que ça donne en 15 360 divisé par 15 360, on va diviser par les secteurs, on va voir si ça donne un nombre entier de secteurs. C'est bon, ça donne 30 secteurs. Donc le track 10
.device charge 30 secteurs ici, 3C00, hein, puisque c'est le... On a vu tout ça dans la vidéo précédente, hein, donc je ne redétaille pas, puisque c'est la valeur 2C du trackdisk.device, l'offset 2C dans le message IO request qu'on envoie au trackdisk.device. Hein, donc on sait que c'est le nombre d'octets. Et B400, c'est l'offset sur le disque, donc pareil, on va voir ce que ça fait. Donc on sait qu'il charge, pardon, c'est l'inverse, 3C00 c'est l'offset sur le disque, et B400 c'est le nombre d'octets qui charge. Excusez-moi. Donc l'offset sur le disque, on sait que c'est 30, donc ça commence au secteur numéro 30, le chargement. Donc ça commence au secteur numéro 30, je vais peut-être écrire ça quelque part. Ça commence au secteur, donc début, start, c'est le secteur 30. Et donc ensuite, B400 octets de données, ça fait, si je mets mon hexadécimal ici, B400, ça nous fait 46 080 octets. Donc, si je me remets en scientifique, que je divise 46 080 par 512, donc le nombre d'octets dans un secteur, ça nous fait 90 secteurs. Donc, ça fait 90 secteurs depuis le secteur 30 de la disquette qui sont chargés. Et qui sont mis donc à l'adresse A3, c'est-à-dire l'adresse ici, là, qui a été réservée avant. On va essayer de... Et ensuite, à la fin du boot, vous voyez, bah, le programme saute à cette adresse, un jump A3. Donc on va essayer de mimer ce que fait ce bootblock, nous, avec ASM1. Donc on va créer un... Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Une bêtise, manifestement. Je n'arrive pas à revenir dans SM1. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. On va recharger. Ça va être plus simple. Donc on va essayer de charger dans notre ASM1 les secteurs de 30 à 90 en fait. Hein. Donc en mémoire chip surtout. On va mettre pas mal de mémoire. On va réserver donc un buffer de donc 90 fois 512 octets. On va assembler ça. On va donc lire les secteurs de la disquette. Il faut que je mette la disquette peut-être. Donc on va prendre notre disquette copiée. Donc depuis, on va mettre ça en buffer. Il va pas être toujours pas content avec la disquette, évidemment. Donc on va se mettre en buffer. On va partir du secteur 30 sur 90 secteurs de long. Et on va donc aller voir en buffer. Donc vous vous rappelez, on fait debuffer. Et là on a du code qui s'affiche. Donc c'est le code qui est effectué après le boot hein, par le jeu. Donc là on a du code, bon, on comprend à peu près ce qui se passe. Là on a du code, bon voilà, du code, des choses sont sauvegardées. Là on a un truc assez typique du copylog de Rob Norton. C'est ce truc là. Bon, je vais tout effacer. Ce truc là, un pi là. Donc pi, je sais pas si on a vu cette fonction du processeur ensemble dans les vidéos, mais ça pousse une valeur sur la pile. Et juste après, ça met cette valeur à l'adresse 10, et juste après, il y a un illégal là. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'exception illégale pour être en mode superviseur. Ce pi là, suivi d'un autre pi derrière là, c'est typique du code de Rob Norton. C'est typique des copylogs. Donc si on continue, on voit que bon, il y a encore ce truc là, pi illégal, pi, puis ensuite, ça devient un peu bizarre. On comprend plus rien, il y a des moves hyper bizarres là, puis des horribles, puis des trucs dans tous les sens. Et ça, tout ça, c'est du code crypté en fait. C'est du code que Rob Norton crypte et décrypte à la volée en l'exécutant par une interruption, enfin une exception du 68. Donc c'est une pièce de code assez sérieuse. Hein, c'est du super code. Donc là, un programmeur ne comprend rien du tout à ce qui se passe parce que c'est crypté. Donc les instructions ne veulent rien dire. Il faut les décrypter. Donc, mais c'est pas grave. Même en connaissant pas, vous allez voir qu'en connaissant pas la routine de Rob Norton, on peut quand même pirater le jeu. En tout cas certains jeux, donc on suit ce code pirate, ce code crypté, là on comprend rien, on continue. On essaie de chercher s'il y a un truc à un moment qui va nous parler. On continue, on trouve rien de spécial, ça veut un peu rien dire. On continue. On essaie
c'est de continuer, de voir si on trouve pas quelque chose à un moment qui redevient lisible. Et vous allez voir que pour ce jeu-là, c'est le cas. C'est une protection qui est assez simple, finalement. Et là, on tombe sur un truc hyper bizarre qui fait tout de suite tilt quand on a un peu l'habitude de regarder les protections de jeu. C'est que là, il y a un espèce de jump, là, qui veut rien dire du tout, là. $26D2ECF0, c'est une adresse qui n'existe pas dans la Media. Déjà, $26, là, c'est pas possible, parce que la Media n'a une adressage que sur 24 bits, hein, la Media 500, enfin, les premiers Amiga 68 000, donc ça, c'est pas possible. Et puis ensuite, D2ECF0, ça saute nulle part, ça veut rien dire. Donc ce jump-là, il est pas possible. Donc là, il y a un truc qui va pas. Et juste avant, on voit que ces quelques petites lignes, là, elles copient depuis l'adresse 21A36 vers l'adresse 6A9DA, 521 octets. Donc on a envie de penser que le jump là, il va en 6A9DA plutôt qu'en 26D2ECF0. Ça paraît quand même très possible. Donc ce qu'il suffit de faire, en fait, là on est sur notre disquette piratée, on peut aller changer, assembler ici, et changer cette valeur. Donc on va mettre 6A9DA ici. Et on va voir si, en allant directement, on va vérifier qu'il y a bien la disquette. Non, voilà, on a bien la copie, hein, et pas le disque original. On va vérifier qu'en allant à Buffer, on va voir si on lance le jeu ou pas. On va à Buffer, on met pas de breakpoint. Et ça lance le jeu. Donc manifestement, on a trouvé la solution, on a craqué le jeu. Alors normalement, il faudrait jouer entièrement pour vérifier qu'on a bien craqué le jeu. Hein. Mais on a trouvé comment craquer le jeu. Alors donc en fait, après, ce qu'il suffit de faire, on recommence la même manip. Et on va sauver sur la disquette, on va sauver tout ça, mais avec le changement. Donc on va se remettre en chip 222, on va remettre notre disque copie pour crack. Hop. Ok. On va donc se refaire un buffer. Ah. Hop. On va se refaire un buffer de 90 x 512 octets. On assemble, on lit les secteurs on les lit en buffer depuis le secteur 30 sur une longueur de 90. On va désassembler, mais je me souviens plus malheureusement de l'adresse où c'était. Donc je vais être obligé de recommencer, j'aurais dû noter où c'était, je suis désolé. Donc il faut que je retrouve le jump en question. Et bien sûr, je ne vais pas le retrouver en faisant la vidéo. Zut. Je me souviens plus trop à quelle distance c'était. Parce que je parlais en même temps tout à l'heure, et du coup j'ai oublié de regarder où c'était. Voilà, on est toujours dans du code crypté, ça veut rien dire, ça veut rien dire. On continue. Alors je pourrais aller plus vite, mais j'ai peur de passer à côté du moment où ça change. Est-ce que ça serait pas par là? Si, voilà. Donc le jump il est là. Donc on va changer, on va se mettre en 6A9DA. Et ensuite on va revenir et on va tout simplement sauver les secteurs depuis le buffer sur notre disquette à partir de 30 sur une longueur de 90. Et maintenant, si on lance directement notre disquette, donc là on est bien sur copie pour crack, on reset sur cette disquette copiée. Là vous voyez le test, mais le test, même s'il marche pas, on s'en fiche, parce qu'on a changé le jump, donc il saute quand même à la suite et il charge le jeu. Voilà. Alors en fait, je vous ai montré une technique avec ASM1 parce qu'on a l'habitude ensemble d'ASM1 dans mes vidéos, mais en pratique on faisait jamais comme ça. Hein. On faisait pas comme ça du tout. On utilisait en fait la cartouche, hein, l'action replay. C'était beaucoup plus pratique parce que donc on rentrait dedans comme ça l'action replay avec PageUp, hein, sur WinUAE.
en vrai, sur l'Amiga, on appuyait sur la cartouche. Et puis là, on allait voir tout simplement avec un read track, à partir du track 0, 1. On ne pouvait pas faire de read sector avec l'action replay, donc on est obligé de charger un track entier. On se mettait par exemple en 20 000. J'ai peut-être mis un peu de trop là, voilà. Ensuite, on désassemblait en 20 000. Et là, on voyait la même chose que ce qu'on vient de voir ensemble, hein, donc le boot, avec le jump à 3 à la fin. On changeait le jump à 3 là en 20.05C. On mettait un bras 20.05C, ça nous faisait une boucle infinie. Donc on faisait une boucle infinie. Ensuite, on faisait un boot check, comme on avait fait dans la vidéo précédente. Hein. Donc, je recommence pas, sauf qu'on l'avait fait avec ASM1. Et puis ensuite, on sauvait, write track 0, 1, 1000. Donc là, on a fait un boot avec une boucle infinie, donc on pouvait faire un reset sur la disquette. Et la disquette allait s'arrêter au départ. Vous allez voir, elle s'arrête, elle est en boucle infinie, donc on peut rentrer dans l'action replay. On peut faire R pour voir nos registres. Et on voit que dans A3, on voit l'endroit où était chargé. Donc, en vrai, le programme qu'on a vu sous ASM1, donc s'il n'était pas chargé en buffer, il était chargé en 598, hein, c'était l'adresse de chargement du programme de Rob Norton, là, la protection. Et donc là, si on va en 598, vous allez voir qu'on retrouve des 598. Vous allez voir qu'on retrouve le même code que ce qu'on a vu tout de suite. Hein. Donc là, pareil, si on défile, on devrait retomber sur notre jump. Alors là, il est déjà corrigé notre jump puisqu'on l'a fait avec le programme d'avant, mais de la même façon, on le changeait et on allait... par exemple, si on charge sur la disquette originale plutôt, j'aurais dû faire ça avec la disquette originale. On va mettre le disque original, cursor Fashantia, on va faire un reset, et on va rentrer dans l'action replay au moment où ça a passé la protection. Non, j'y suis pas encore, je pense. Voilà, dès que le logo apparaît, on a passé la protection, donc on fait D598. Ah, c'est pas vrai. Et on va aller voir jusqu'au jump qui a dû être changé par le programme. Là, pour le coup, comme c'est la disquette originale, le programme a dû s'auto-modifier et changer le jump avec la bonne valeur. On va vérifier ça. Là aussi, j'aurais dû noter à quelle adresse c'était, quelle distance c'était en adresse. Bon, c'est pas grave. On va refaire défiler le code encore. Donc là, c'est beaucoup plus pratique avec l'action replay parce qu'on peut faire des breakpoints, s'arrêter, arrêter le code un moment, revenir dedans. Donc évidemment, pour trouver les protections, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, vous voyez, l'action replay nous met des dés égales là, quand il y a des bras ou des jumps. Donc ça aide bien à voir les endroits où il peut potentiellement y avoir un truc intéressant dans le code. Hein. Il y a ces espèces de trucs là, de lignes de tirée. À chaque fois qu'il y a un bras ou un jump ou un truc comme ça dans le code. Enfin, une instruction de saut, quoi, donc ça aide bien. Donc il suffit d'aller au tiré puis voir ce qui se passe au moment des tirés. En tout cas, quand les protections utilisent des sauts. Donc on laisse défiler. Hop, il y a encore des tirés, mais c'est pas le bon. Et il y a la jump, vous voyez, qui a été modifiée qui a été modifiée par le jeu, en fait, après par la routine de Rob Norton, après avoir testé le track. Donc on a bien 6A, 9DA et non pas 2F, je sais plus quoi. Donc le code s'est auto-modifié. Parce que si on va en 6.3BC, donc l'adresse du jump c'est 6.3BC. Si on relance la disquette originale avant qu'elle ait passé la protection, voilà, là par exemple ça doit suffire, hop, on va en 6.3BC, et on voit le jump, vous voyez, qui n'est pas encore modifié, 26D2 EC F0. Et si on laisse le programme de protection s'effectuer, voilà, hop, on retourne dans l'action replay, on retourne en 6.3BC, et là, au miracle, le jump a changé. Donc c'était bien ce que je vous disais depuis le début.
La protection, c'est bien quand la protection est vérifiée, ce jump là est changé par le programme en ce jump là. Et ce jump là permet de lancer le jeu. Voilà, bon, c'était assez sympa de faire ça, c'est vrai. Alors on ne trouvait pas toujours, il y avait des protections beaucoup plus compliquées que d'autres. Mais bon, c'était assez stimulant intellectuellement. Mais encore une fois, je pense que le piratage à l'époque de l'Amiga et de l'Atari ST était beaucoup trop important. Et non seulement c'était délétère pour les éditeurs et les programmeurs et les créateurs, et nous, ça nous apportait plus rien à un moment. C'était une espèce de collectionnite qui n'avait pas de sens, à mon avis. Nous empêchait même un peu de jouer. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des commentaires et des pouces si elle vous a fait plaisir et rappelez des souvenirs. À bientôt pour une prochaine vidéo.